Bonjour à tous, bienvenue au nouveau webinaire de la Fondation Médéric Alzheimer consacré ce jour à notre soutien financier et plus particulièrement aux appels à projets. Vous le savez, la Fondation Médéric Alzheimer, depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans maintenant, a pour cœur et pour ADN de soutenir la recherche en sciences humaines et sociales. Cette recherche en sciences humaines et sociales elle est indispensable parce qu'en l'absence de traitement, et même aujourd'hui avec l'arrivée des nouvelles molécules, on est persuadé que les sciences humaines et sociales sont un des rares moyens d'améliorer la qualité de vie des personnes malades de la maladie d'Alzheimer et de leurs aidants. Et pour ce faire, il est important tout le temps de chercher des innovations sociales, et c'est ce que nous faisons à travers nos appels à projets. Aujourd'hui, nous allons vous parler plus particulièrement de l'appel à projets sur les interventions non médicamenteuses qui sera présenté par mon collègue Alain Bérard, ici présent. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer notre soutien aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales sur le vieillissement pathologique. Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter cet appel à projet sur les interventions non médicamenteuses, les critères, le financement, à quelle hauteur, tout ce qu'on veut savoir? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être une précision, Christine. Auparavant, pour les personnes qui seraient un peu inquiètes, le webinaire est enregistré et vous pourrez accéder au replay qui sera disponible d'ici la fin de cette semaine. Alors tout d'abord, nous allons commencer effectivement avec l'appel à projet portant sur les INM. Alors vous voyez bien, il s'agit d'interventions non médicamenteuses et on précise bien, nous sommes dans le champ des maladies, maladies d'Alzheimer bien sûr, maladies apparentées. Et c'est important de préciser le périmètre parce que maladie d'Alzheimer, vous connaissez tous. Maladie apparentée, précisons, il s'agit bien, nous ciblons deux maladies en particulier. Il s'agit des maladies, la maladie à corps de Lévy, et puis un groupe plus disparate, ce sont les DFT, c'est-à-dire les dégénérescences lobaires fronto-temporales. C'est important de préciser ces trois périmètres parce que nous ne sommes pas dans l'entièreté des maladies neurodégénératives. La sclérose en plaques, par exemple, qui fait partie des maladies neurodégénératives, n'entre pas dans le champ de cet appel à projet. Alors cet appel à projet, l'objectif, c'est de soutenir des études prototypiques ou interventionnelles. J'y reviendrai là dans quelques instants sur ces deux notions. Ce qui est important pour notre appel à projet, c'est vraiment de permettre le passage d'une INM prometteuse à une INM probante, c'est-à-dire qui a fait ses preuves. Et permettez-moi juste un petit jeu de mots. L'épreuve, on peut l'écrire de deux manières, on peut le concevoir de deux manières. Vous avez l'épreuve, L' épreuve, c'est l'épreuve du terrain, c'est une INM qui a été éprouvée sur le terrain. Pour être éprouvée sur le terrain, il faut mettre en œuvre l'INM. Et la deuxième chose, il faut qu'on ait les éléments de preuve, la preuve, comme on dit au singulier, la preuve scientifique, et donc il faut qu'il y ait une évaluation de cette INM. Donc c'est important qu'on ait ces deux jambes pour marcher. D'un côté, la mise en œuvre de l'INM, et de l'autre côté, bien sûr, l'évaluation de cette INM. Alain, est-ce que je peux me permettre une Oui, bien question? sûr. Vous pouvez définir INM? Alors, les interventions non médicamenteuses, c'est un protocole. C'est important, c'est un protocole qui va viser deux choses. Ce sont des protocoles qui vont être dans le champ de la prévention santé, mais également sur du soin, sur de l'accompagnement, avec comme particularité, c'est que ces protocoles d'action, on va voir quelques exemples dans quelques instants, eh bien, il faut que ce soit d'abord quelque chose qui soit référencé, donc déjà quelque chose qui soit connu, qui soit déjà étudié. Il faut que ce soit personnalisé, ce n'est pas quelque chose de standardisé comme le médicament. Je fais exprès de prendre un peu l'autre, c'est non médicamenteux, on se réfère indirectement aux médicaments. Donc on est sur des interventions qui sont personnalisées, c'est-à-dire en fait qui vont répondre à des besoins bien particuliers, et puis après qui ont fait leur preuve, il y a d'autres critères par rapport à ça, mais on va voir dans quelques instants quelques exemples, quelques illustrations. Les critères d'éligibilité, c'est important, les porteurs de projets doivent être français. Voilà. Alors, dans votre projet, vous pouvez avoir des parties prenantes étrangères, des Canadiens, des Australiens, ce que vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, la Fondation va contractualiser avec le porteur de projet, contractualiser, parce qu'on va passer par des moyens. Ce n'est pas que de l'argent. Le soutien de la Fondation, c'est aussi un accompagnement méthodologique, l'accompagnement, etc. Donc, nous allons contractualiser avec une personnalité morale ou physique qui sera en responsabilité, et cette personnalité doit être française. Deuxième sujet, l'étude doit être menée par, je dirais, deux entités de, de, de personnalité, une structure qui accueille des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ça, c'est l'équipe effectrice qui va donc réaliser l'intervention non médicamenteuse. Et puis, à côté de ça, il faut une équipe de recherche reconnue qui va effectuer l'évaluation. Vous comprenez, on ne peut pas être juge et partie, à la fois mettre en œuvre l'INM et en parallèle mener l'évaluation.
En revanche, c'est possible, il y a des structures qui disposent en interne d'équipes spécialisées de recherche, des scientifiques spécialisés dans l'évaluation. Donc, c'est possible d'avoir une structure ayant les deux volets, mais c'est très important, pas de mixité entre les deux équipes. Il faut qu'il y ait une équipe dédiée à la mise en œuvre de l'INM et une autre équipe différente dédiée à l'évaluation. C'est très important pour éviter justement d'être jugé parti. Troisième critère d'éligibilité, c'est bien sûr mettre en œuvre l'INM, évaluer l'INM pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ce sont les deux jambes dont je viens de vous parler. Important, je reviens sur cette notion d'études prototypiques ou interventionnelles. En fait, il y a deux types d'études que nous pouvons soutenir. Ces études prototypiques, comme son nom l'indique, c'est l'INM est au stade de prototype. L'INM n'est pas encore stabilisé, ce n'est pas finalisé, ce n'est pas robuste. Je vais prendre l'exemple des prototypes automobiles. C'est-à-dire qu'avant de produire en masse une voiture, on a d'abord un prototype de voiture que l'on va tester sur la route en simulateur. On va faire des réglages, on va modifier des choses, rajouter de l'électronique, enlever l'électronique. C'est pareil pour l'INM. On va avoir une INM, on a une idée, voilà, ça marche, on a une idée du mécanisme, mais concrètement, ça va fonctionner comment? Et donc, l'étude prototypique, ça va consister à mettre en place le prototype, l'INM, et à étudier ce prototype, c'est-à-dire quels vont être les retours des professionnels, des participants, quel enseignement on en a, quel réglage, quelle modification, modulation de la fréquence, de la périodicité, de la durée, de l'intensité, etc. Donc, vous voyez, l'étude prototypique va quand même se porter sur l'INM, et puis, évidemment, quelles conséquences cela a en termes de praticabilité, adhésion des participants. La phase suivante, c'est la phase interventionnelle. On a une INM qui est passée d'un prototype à une INM, je ne dis pas définitive, mais quelque chose qui est stabilisé. Et donc là, le principe d'une étude interventionnelle, c'est d'étudier l'efficacité, l'efficience de l'INM. Vous voyez, ce sont deux stades qui se suivent. Alors maintenant, on a des critères de non-éligibilité parce qu'il y a malheureusement des critères qui nous font écarter les projets. Premier critère de non-éligibilité, c'est tout projet sur une INM qui a déjà prouvé son efficacité, et notamment les 10 INM qui sont dans le guide de la Fondation qui a été réédité en 2024. Ça signifie qu'il faut que vous lisiez le guide 2024 de la Fondation. Alors pourquoi ces 10 INM ne sont pas acceptés? Tout simplement parce que ces 10 INM ont déjà fait la preuve de leur efficacité. C'est pour cela qu'on les a choisis et c'est pour cela qu'on les a présentés dans le cadre du guide. Donc, si vous nous présentez un projet qui s'appuie sur une de ces INM, quelle est la valeur ajoutée de votre projet? Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein d'autres INM, donnez-leur leur chance. Deuxième critère de non-éligibilité, c'est tout projet d'évaluation d'un produit de santé, d'un dispositif médical, d'une technologie, etc. Non, une INM, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un protocole, c'est quelque chose qu'on met en place, et il y a une interaction, il y a de l'humain, une interaction entre un professionnel et le participant, par exemple. Alors que si on évalue un matériel, un dispositif, on n'est pas du tout dans le champ de la mise en œuvre d'une INM et de son évaluation, on est dans l'évaluation d'une technique, d'une technologie, etc. On est dans un autre champ. Ne sont pas éligibles tout projet d'une entreprise à but lucratif, tout simplement parce que la fondation, comme vous le savez, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Nous travaillons pour l'intérêt général et l'argent que nous mobilisons, le financement que nous mobilisons dans le cadre de cet appel à projet provient de la générosité publique. Et donc, du coup, il nous est difficile de pouvoir financer des projets qui proviennent d'entreprises, de structures qui sont à but lucratif. Je précise bien, but lucratif, ce n'est pas le statut public-privé, c'est autre chose. Tout projet d'une structure accueillant des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer sans équipe de recherche. Tout simplement parce qu'on est sur une jambe. Il nous manque la deuxième jambe de l'évaluation. À l'inverse, on ne peut pas, ne sont pas éligibles les projets qui proviennent d'une équipe de recherche sans équipe qui accueille les personnes malades. Bon, cette situation est quand même beaucoup plus rare. Tout projet de mise en œuvre d'une INM sans projet d'évaluation scientifique, vous voyez, on insiste bien sur ce point-là. Vous avez compris, on a déjà évoqué ce point-là. Il reste deux critères de non-éligibilité qui sont quand même très importants. Il y a une petite nuance qu'il faut que je vous présente et il faut que je vous sensibilise à cela. Tout projet de formation professionnelle et tout projet d'achat de matériel ou d'équipement sans études associées. Tout est dans le sans études associées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous nous présentez un projet, vous nous dites, voilà, j'ai besoin de former mon professionnel pour qu'il puisse mettre en place l'INM et quelque part, ça va augmenter la palette des prestations, des services de ma structure. Nous, la Fondation, nous sommes très contents pour vous d'avoir cette idée, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la philosophie de mettre en œuvre une INM
et de son évaluation. Donc, financer la formation d'un professionnel tout seul, ça n'entre pas dans notre périmètre. En revanche, si vous nous dites, j'ai un projet de mettre en œuvre, de mise en œuvre d'une INM, et pour cela, j'ai mon professionnel, mais j'ai besoin de le former spécifiquement aux spécificités de cette INM, on est dans un autre cadre. Et donc là, dans ce cadre-là, le projet de formation peut être pris en compte dans notre appel à projet. De même, l'achat de matériel et de technologies et autres, si c'est uniquement acheter des tablettes, tout seul pour pouvoir améliorer, je dirais, la qualité de vie des résidents, par exemple, si nous sommes dans un EHPAD et autres, c'est très utile, c'est très intéressant, mais ça n'entre pas dans le cadre de l'appel à projet. Si maintenant la tablette, c'est un médiateur, un vecteur technologique d'une intervention non médicamenteuse, voilà, là, en revanche, on est parfaitement dans la cible. Quelques éléments quand même administratifs et techniques d'importance. Le calendrier, la date limite de candidature, c'est le 13 juillet 2025, 13 juillet 23h59. Parce que, important, parce que de toute façon, après, on sera le 14 juillet, c'est férié. Voilà. Donc retenez bien le 13 juillet. Alors, les résultats seront communiqués à la fin du second semestre parce que, vous savez, nous avons souvent beaucoup de projets qui sont proposés, techniques très intéressants, ça demande des discussions, etc. Donc, ça va prendre du temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est venir régulièrement sur notre site internet qui est régulièrement mis à jour. Et là, vous verrez un tout petit peu l'évolution du processus. Important, la dotation. Nous avons une dotation globale de 300 000 euros. Alors, 300 000 euros, c'est ce que nous mettons sur la table. À répartir, ce sera selon la qualité des projets. Ça peut être 300 000 euros pour un projet. Ça peut être 300 000 euros à répartir entre 2, 3, 4, 5 projets. Voilà, difficile pour nous de le dire par avance, ça dépendra du nombre de dossiers éligibles, de qualité, etc. Je parlais de qualité, donc j'embraye sur les critères de sélection. Plusieurs critères, c'est important parce qu'il faut que vous compreniez sur quoi nous allons juger et prioriser les projets qui vont nous être présentés. Le premier critère, c'est l'originalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est important que vous apportiez quelque chose de nouveau. Enfin, il faut quelque chose qui soit original. Et il ne s'agit pas d'enfoncer des portes ouvertes ou de nous redonner la possibilité de démontrer des choses que l'on sait déjà. Donc, quelque chose d'original. Deuxième chose, c'est important, l'implication des personnes malades. Il ne faut pas que les personnes malades ou les aidants, ce soient des personnes qui subissent, qui soient passifs dans le processus. Il faut que ces personnes soient vraiment partie prenante. C'est important, cet aspect participatif et l'implication. Deuxième point, c'est un peu ce que je viens de vous dire, le jury peut très bien se donner la possibilité de rejeter certains projets dont on a déjà la preuve, c'est-à-dire que votre projet est très intéressant, il est probablement très utile, mais il n'apporte rien de nouveau. On est quand même sur l'innovation. Pardon. Donc, il faut qu'on apporte des choses nouvelles. Et donc, du coup, le guide INM, c'est quelque chose qui peut vous guider, mais ne puisez pas dans le guide les INM, parce que, comme je vous ai dit, les 10 INM dans le guide ont déjà fait leurs preuves. Un critère très important, c'est le critère de cohérence et de rigueur méthodologique. La cohérence, tout d'abord. Alors, nous avons été frappés, Christine et moi, et puis d'autres personnes de la Fondation, nous avons reçu des dossiers sur différents appels à projets où il y avait un manque de cohérence. C'est-à-dire que l'introduction vous orientait vers A, et puis quand on est sur les objectifs de l'étude, on est plus sur A, on est sur B, et quand on regarde les critères d'évaluation, indicateurs de suivi, indicateurs de résultats, on est sur C. Et donc, du coup, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez exactement faire, qu'est-ce que vous voulez exactement mesurer. Donc, il faut une cohérence du projet, depuis l'argumentaire scientifique de terrain, les besoins, etc., jusqu'aux résultats, et puis aussi sur la suite que l'on peut donner à votre projet. Rigueur méthodologique, bien sûr, parce que ça ne s'improvise pas. L'évaluation, ce n'est pas quelque chose que l'on fait au coin d'une table. Ça se réfléchit avant, pendant, ça s'effectue. Rigueur méthodologique, bien sûr, pour démontrer l'efficacité. Donc, vous savez qu'il y a un groupe interventionnel et puis il faut le plus souvent un groupe contrôle. Rigueur méthodologique dans la manière de recueillir les données, dans la manière de traiter, d'analyser les données, etc. Voilà, donc, ce sont des éléments très importants. Quatrième critère, c'est la faisabilité effective du projet. La Fondation investit de l'argent, du temps, des ressources humaines dans votre projet. Il faut que nous nous assurions que le projet que vous portez, aussi intéressant soit-il, soit réalisable, faisable. Et un des critères à lesquels nous sommes confrontés, selon notre expérience, c'est le recrutement, par exemple. On a de très beaux projets et simplement, on a du mal à recruter des participants. Donc, le recrutement, mais aussi l'adhésion des personnes concernées, c'est-à-dire les personnes malades, les aidants, s'ils sont concernés par votre projet, mais également les professionnels, pas que le professionnel qui met en œuvre l'INM, mais l'ensemble des professionnels qui vont concourir au projet de soins, au projet de vie de la personne, également le personnel d'encadrement, et bien sûr aussi la direction. Donc, la faisabilité, c'est un critère, je dirais, multicomposite, mais d'importance.
Enfin, dernier critère d'importance également, c'est la maîtrise de l'art scientifique des INM. Il ne s'agit pas de connaître toutes les INM, mais je vais prendre un exemple illustratif. Imaginons qu'on travaille sur les troubles du sommeil. Et je vais prendre des exemples qui sont tirés du guide pour justement ne pas vous induire, pour que vous ayez la liberté de réflexion, de choix par la suite. On travaille sur les troubles du sommeil et j'ai un projet, Christine, magnifique, sur le jardinage thérapeutique. L'ortithérapie, ça marche très bien pour les troubles du sommeil. Mais dans l'argumentaire, quand je vais expliquer pourquoi je travaille sur ce sujet, il faut que je sois en capacité de répondre, mais l'APA, l'activité physique adaptée, ça marche aussi très bien sur les troubles du sommeil. Pourquoi je propose ce projet en plus de l'activité, etc. Donc vous comprenez que dans l'argumentation, dans la méthode, la manière d'évaluer, etc., il faut que vous soyez en capacité d'expliquer vos choix et autres. Et pour cela, il faut que vous sachiez ce que font les autres, quelles sont les caractéristiques des autres INM. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir avoir cette maîtrise et pour répondre à l'originalité, rien de pire que de créer un beau projet et puis de se rendre compte tardivement que quelqu'un d'autre ailleurs a déjà œuvré dans ce domaine. Donc, un petit conseil, faites une petite revue de la littérature auparavant pour vous assurer que le sujet est bien neuf, que le sujet, enfin, que vous n'entrez pas dans un système de porte déjà ouverte. Et enfin, un dernier point pour ne pas trop mobiliser la parole. Si vous avez une question, vous avez une adresse email, donc appel à projet INM tout attaché, @medals.org. Point important, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider, mais pour vous aider à mieux comprendre l'appel à projet, les critères, nos attendus, etc. En revanche, nous ne sommes pas là pour vous aider dans la construction de votre projet. Nous ne sommes pas là pour vous expliquer comment on randomise, comment on va faire l'évaluation, tout simplement parce que ce ne serait pas juste par rapport aux autres candidats. Donc, nous sommes à votre disposition pour vous aider à comprendre le thème, le cadre, euh, les attendus, comme je disais, et les critères d'éligibilité de l'appel à projet. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous aider dans la construction et l'évaluation. En revanche, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes primé et que vous avez le soutien de la Fondation, dans un autre temps, nous pourrons vous accompagner sur un plan méthodologique, mais c'est dans un autre temps. Merci à vous. Merci Alain. Alors, il y a des questions que vous m'avez vues sur mon téléphone portable, mais parce que justement, il y a des questions qui arrivent. Ce que je propose, c'est qu'on les prenne à la fin du webinaire, de manière à ce que je vous présente le dispositif de soutien aux jeunes chercheurs. Peut-être une petite précision, une dernière petite précision concernant l'appel à projet INM. En tant que directrice générale, je dois le souligner, c'est-à-dire que cet appel à projet jusqu'à présent était doté d'une dotation de 50 000 euros et nous avons décidé en 2025 face à la qualité des dossiers que nous recevions et à la difficulté de faire des choix dans les dossiers retenus, de passer cette dotation de 50 000 euros à 300 000 euros. Mais ça ne veut pas dire que nous allons financer plus de projets, car le mot d'ordre est pas de saupoudrage, et effectivement plutôt aider à soutenir des projets d'envergure. Cette précision étant faite, venons à la deuxième partie de ce webinaire qui concerne le soutien aux jeunes chercheurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un jeune chercheur? Un jeune chercheur, c'est un étudiant. Alors, ce n'est pas un critère d'âge, la notion de jeune chercheur, elle va jusqu'à 40 ans. Donc, effectivement, ça permet à des personnes qui ont fait des Master 2 de pouvoir reprendre des travaux de thèse, par exemple, beaucoup plus tard. Donc, date limite, 40 ans. Ce soutien aux jeunes chercheurs, il s'articule autour de 4 dispositifs. Alors, la première, c'est la plus importante, la dotation scientifique qu'on appelait dans le passé bourse doctorale, qui permet de financer le salaire d'un jeune chercheur à hauteur de 39 000 euros bruts par an. Cette dotation, elle s'inscrit pour tout étudiant inscrit en thèse dans une université française. Donc, l'étudiant peut être étranger, mais il doit vraiment faire ses travaux dans une université française, euh, en sciences humaines et sociales, bien évidemment, sur le vieillissement pathologique, maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, ou en santé publique également. Euh, on- les domaines sont très très larges. On peut aller des enjeux de la société jusqu'à l'amélioration de la qualité de vie, en passant par les aidants, les bénévoles et les professionnels. Par exemple, nous avons reçu des dossiers sur quel impact pour les aidants des troubles cognitifs, tout simplement, ou quelles répercussions de l'absence de traitement sur des personnes qui sont à un stade précoce de la maladie. Tous ces projets-là rentrent bien dans le cadre de la dotation scientifique. Nous finançons chaque année 2 jeunes chercheurs via la dotation scientifique. Je vous encourage à candidater fortement car c'est une vraie opportunité.
Je reviendrai tout à l'heure sur les critères d'éligibilité et de non-éligibilité. Sauf que pour aller en doctorat, il faut déjà avoir un master 2. Et on sait la difficulté, une fois qu'on se termine ce master 2, à trouver un financement pour financer sa thèse. Et il y a souvent des personnes qui se découragent et qui décident d'arrêter leurs études faute de moyens financiers pour travailler. Alors certains le font pour acquérir une expérience professionnelle, mais d'autres vraiment forcés pour des moyens financiers. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir les personnes ayant terminé le master 2 sur un sujet, avec un mémoire sur un sujet qui porte sur la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, bien évidemment en sciences humaines et sociales ou en santé publique, pour les aider à vivre, à poursuivre leur recherche de financement sur cette période de latence avec une dotation qui s'élève à 10 000 euros, qui est versée directement aux jeunes chercheurs sans obligation de justificatif derrière. Mais bien évidemment, on espère que la personne poursuivra et sera bien inscrite en université. Je veux bien le slide suivant. Je crois que notre... Voilà, merci. Le troisième dispositif, qui n'est pas des moindres, c'est quand on est jeune chercheur, on le sait, l'importance dans sa thèse, c'est les publications. Plus on publie, plus on a une reconnaissance et plus nos travaux sont intéressants. Or, très souvent, les laboratoires dans lesquels vous travaillez ne prennent pas en charge les inscriptions ou les frais de déplacement, ou vont prendre l'un et pas l'autre. C'est pourquoi nous avons ouvert tout au long de l'année un soutien à la communication scientifique, que ce soit une communication orale ou une communication affichée, en prenant en charge les frais de déplacement, l'inscription, à hauteur de 1 000 euros par personne, et l'enveloppe globale sur l'année est de 5 000 euros. Là aussi, c'est une aide à valoriser vos travaux. Et très honnêtement, ça nous intéresse également, car si vos travaux sont publiés, ça veut dire qu'ils sont de qualité. Enfin, et non pas des moindres, l'Université d'automne des jeunes chercheurs en sciences humaines sociales sur le vieillissement. C'est un nouveau dispositif que nous avons mis en place en 2024 dans le cadre des 25 ans de la Fondation, où nous avons voulu créer une communauté des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales sur le vieillissement pathologique pour les former, pour échanger sur les pratiques, pour créer cette communauté, leur donner envie de travailler ensemble, car très souvent, vous n'allez certainement pas me contredire, vous êtes très isolés, chacun dans votre discipline et dans votre laboratoire. Donc cette université d'automne des jeunes chercheurs, pourquoi automne? Parce que c'est plutôt en septembre ou en octobre, réunit des étudiants qui ont terminé brillamment leur Master 2, qui sont en thèse, en première, deuxième, troisième, voire une quatrième année de thèse, avec au programme des experts reconnus, par exemple le professeur Amouyel, le professeur Guérin, le professeur Anne-Marie Guillemard. L'année dernière, nous avez fait l'honneur de présenter leurs travaux au cours de cette université d'automne des jeunes chercheurs, mais c'est aussi des ateliers pratiques sur de la méthodologie, sur de l'éthique, sur comment on conceptualise des troubles cognitifs, sur le vieillissement d'une façon générale et non pas négligeable, un moment convivial, puisque cette université d'automne se réunit sur 2 jours et ça nous permet de vous remercier de poursuivre vos travaux sur le vieillissement par une soirée un peu festive. Bien évidemment, sur cette université d'automne des jeunes chercheurs, nous prenons en charge la totalité des frais, hébergement, transport. Et c'est aussi l'occasion pour nos jeunes chercheurs de présenter leurs travaux, puisque les jeunes chercheurs qui ont été retenus dans le cadre de la dotation scientifique, du prix jeunes chercheurs ou de la communication orale auront l'occasion de présenter leurs travaux lors de cette université d'automne des jeunes chercheurs. Donc je vous invite à noter la date dès à présent, 1er et 2 octobre, sur Paris. Au niveau des calendriers, alors, sur la dotation scientifique et le prix jeune chercheur, nous avons essayé de nous caler bien évidemment sur les calendriers universitaires. Et donc, la date limite pour répondre est le 15 juillet, 23h59 également, mais non pas parce que le lendemain c'est un jour férié, c'est parce qu'à un moment il faut clore le sujet et surtout pour permettre au jury pluridisciplinaire de se réunir assez rapidement. Et comme le disait Alain, il y a souvent des discussions très, très longues, des travaux nécessaires pour éplucher l'ensemble des dossiers. Donc les résultats vous seront communiqués au moment du second semestre. On espère avant la fin du second semestre. Pour la communication scientifique, je vous le disais tout à l'heure, c'est un appel à candidature ouvert tout au long de l'année. Nous venons de soutenir un jeune chercheur pour sa communication orale sur un congrès international.
Donc, n'hésitez pas là aussi à envoyer vos candidatures. Entre le moment où vous nous envoyez votre candidature et notre réponse, s'écoule à peu près un mois. Donc, n'hésitez pas à nous relancer si des fois vous n'avez pas eu de retour. Et enfin, l'Université d'automne des jeunes chercheurs. La date limite est le 25 mai prochain. Nous espérons réunir entre 60 et 80 jeunes chercheurs comme l'année dernière. Donc, prenez vos stylos, allez sur notre site internet pour vous inscrire immédiatement. Là aussi, nous allons répondre à vos questions immédiatement, mais dans le cas où vous auriez d'autres questions, une seule adresse mail, jeunes.chercheurs@medals. Nous essaierons d'y répondre très rapidement. Je ne sais pas, Alain, si vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être avant de passer aux questions. Non, je crois que vous avez été complet, donc je pense que nous pouvons passer à la suite, Christine. Euh, Juste une petite précision, Christine, quand même, concernant, puisque là, on va répondre aux premières questions que nous avons reçues par avance. Vous êtes en direct et il y a la possibilité, je crois, Christine, de pouvoir poser les questions en direct. Complètement, et nous en avons déjà. Je les ai, Alain. Alors, on a des questions concernant les jeunes chercheurs et des questions concernant les INM. Ce que je vous propose, c'est de suivre le même ordre que tout à l'heure. Alain, première question, est-ce que les salaires sont-ils financés? Alors, ça dépend, ça dépend. Je vais répondre à la question et puis je vais vous donner une petite alerte concernant les salaires. Alors, oui, s'il s'agit de financer un professionnel dans le cas de la mise en œuvre du projet de l'intervention non médicamenteuse, la réponse est oui, on va aider. Le principe, c'est d'aider à la mise en œuvre de l'ensemble du projet dans ses différentes composantes. Donc, si vous avez un professionnel qu'il faut salarier pour réaliser l'intervention non médicamenteuse, également, s'il faut salarier un professionnel pour la partie évaluation, nous le finançons. Mais attention, il ne s'agit pas de financer l'entièreté du salaire du professionnel. Si vous avez un professionnel qui va être à 50% sur le projet, nous n'allons pas financer 100% ETP. Voilà, nous finançons l'activité dans le cadre du projet. Il ne s'agit pas non plus de salarier, comme je disais tout à l'heure, un professionnel d'une manière générale. Voilà, c'est très important. La petite alerte que je voulais vous donner, c'est souvent, Christine, on reçoit des projets très intéressants avec à la clé le financement d'un professionnel. Et quand le projet s'arrête, bah, le financement s'arrête. Et ça veut dire que bah, le plus souvent, il ne se passe plus rien derrière. Donc ça veut dire que lorsque vous nous proposez un projet et vous nous demandez un financement d'un professionnel, ayez une réflexion pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois que le financement va s'arrêter, bah, comment fait-on pour pouvoir pérenniser le projet? Et ça, je pense notamment dans les projets où vous avez un nouveau professionnel. Quand on recrute un nouveau professionnel, la question se pose de manière très aiguë. Du coup, j'ai une autre question, alors là, qui est la mienne. Est-ce qu'un cofinancement est possible? Alors oui, oui, et quelque part, je dirais un cofinancement, ça apporte de la valeur quand même au projet, parce que cofinancement, c'est une concrétisation d'un intérêt par d'autres personnes, d'autres personnalités morales, et ça apporte de la, je dirais, de la validité scientifique, politique, technique, etc. Maintenant, attention, nous apportons un cofinancement, mais il faut que la fondation y trouve ses billes. Donc ça veut dire que nous nous finançons que la partie qui n'est pas financée par les autres parties prenantes. Et puis dans ce que nous finançons, donc c'est-à-dire que dans la proposition, la demande, il faut qu'on sépare bien ce qui relève des autres financeurs, ce qui relève de ce qu'on demande à la fondation, et il faut qu'on réponde à l'ensemble des critères que l'on a vus tout à l'heure. Mais c'est le principe, bien entendu. D'ailleurs, sur le formulaire de candidature, les choses sont clairement présentées. Est-ce qu'une association d'aidants peut postuler? Alors, une association de personnes malades, une association d'aidants, etc., peut postuler, mais attention, il y a quand même deux choses qu'il faut bien tenir compte. C'est que dans les interventions non médicamenteuses, vous avez des INM à destination des personnes malades, vous avez des INM à destination du couple aidant-aidé, des INM à destination de l'aidant. Dans le cas de l'appel à projet, on cible principalement les INM à destination des personnes malades et du binôme aidant-aidé. Donc, pour venir à la question qui a été posée, la réponse est oui, avec une deuxième condition, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut deux jambes. Donc, il ne s'agit pas d'être la structure, excusez-moi du terme, effectrice, qui met en œuvre l'INM ou qui va promouvoir la mise en œuvre de l'INM. Il faut également avoir un partenariat avec une structure qui va permettre de réaliser l'évaluation de manière scientifique. Une question un peu plus technique. Comment distinguer une étude d'évaluation, une technologie, d'une étude évaluant un protocole incluant une technologie? Oui, alors, question très technique, exactement. Pour répondre simplement, je dirais que pour différencier les deux, c'est quel est l'objet d'étude? Qu'est-ce qu'on va observer? Dans le premier cas, lorsqu'on fait l'évaluation d'une technologie, qu'est-ce qui est au centre de nos préoccupations? C'est la technologie.
Ça veut donc dire que les objectifs et les indicateurs vont porter sur l'objet technologique. Quelles sont les difficultés, les leviers, les freins à l'utilisation de cet outil? Quel est le retour d'expérience des différentes parties prenantes? Quels sont les résultats positifs, négatifs de la technologie? Donc, dans le premier cas, on voit bien, c'est l'outil qui est vraiment au centre de nos préoccupations. Lorsqu'on est dans une intervention non médicamenteuse qui s'appuie sur une technologie, eh bien là, l'objet d'observation, là c'est dans le sens recherche, c'est la personne elle-même. Donc ça veut dire que les objectifs que l'on se fixe, les objectifs thérapeutiques, etc., le sujet d'étude de cette recherche, d'évaluation, c'est la personne elle-même. Et quand on regardera les résultats obtenus à la fin, eh bien on regardera quelle est la part qui est liée à la personne, quelle est la part liée au professionnel, quelle est la part qui est liée à la technologie, etc. Donc je dirais peut-être de manière assez simple pour différencier les deux, c'est qui ou quoi, qu'est-ce qu'on regarde. Voilà. Dans un premier cas, c'est l'outil, la technologie. Dans l'autre cas, c'est la personne en question. Alors, une autre question qui n'est pas technique mais financière, est-ce que mon projet doit absolument avoir un budget de 300 000 euros? Oh, ça serait merveilleux si nous pouvions distribuer des 300 000 euros partout. Non, c'est-à-dire que là, déjà, on a fait, comme disait Christine, un gros effort. On est passé quand même de 50 et quelques mille euros à 300 000 euros. Mais là, ce qu'on a voulu, c'est vraiment monter, changer d'échelle et de pouvoir non pas saupoudrer, mais financer des gros projets de A jusqu'à Z, l'entièreté. C'est ça qui va nous apporter vraiment de la rigueur, etc. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 300 000 euros, ben, c'est le cas où si on a un seul projet magnifique qui répond à tous nos critères. Bon, j'avoue que avec notre expérience, c'est très rare qu'il y ait un seul projet. Il y a beaucoup de projets quand même d'intérêt. Donc du coup, voilà, nous sommes en incapacité aujourd'hui de vous dire quel est le montant exact. Ça dépendra du nombre de projets, de la qualité des projets, des priorisations qu'effectuera le jury, etc. Voilà, simplement sachez que c'est le budget, c'est un budget qui prendra en compte beaucoup de paramètres et non pas des petits morceaux comme souvent. Alors, dernière question pour l'instant. L'étude est déclarée et a démarré il y a plus d'un an. Cependant, il manque un financement complémentaire pour le finaliser. Est-il possible de candidater? Ah, Question piège. c'est une question simple. La réponse est un peu plus complexe parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs situations. Le projet est arrêté, donc il n'existe plus, et on veut le relancer. Sur le principe, pourquoi pas? Simplement, la grande question qu'on va se poser, les membres du jury, c'est la faisabilité de relancer. Nous avons, nous, malheureusement, eu des bonheurs et un peu de malheurs dans les études que nous avons pu mener à la Fondation. C'est que nous avons eu des projets qui, du fait du Covid, différentes choses, ont mis à l'arrêt, en pause certains projets, et ça a été difficile, pour ne pas dire impossible, de relancer la machine parce que les personnes qu'on avait recrutées, eh ben, malheureusement, elles n'étaient plus là pour la suite, etc. Donc, du coup, sur le principe, oui, parce qu'on repart, l'idée était bonne à l'origine, il y a des circonstances qui ont fait que ça s'est arrêté. L'idée, c'est de reprendre. Là où nous serons vigilants, c'est la notion de faisabilité et avec tous les autres critères que l'on a. Mais sur le principe, non, il n'y a pas de problème pour déposer ce genre de choses. Et ça peut être d'ailleurs une deuxième étape d'un projet qu'on a déjà financé également. Oui, parce que justement, c'est une question qui nous a été posée. C'est la différence, et d'ailleurs, vous l'avez quand vous remplirez le dossier de candidature, la différence entre la suite d'un projet et l'extension d'un projet. C'est-à-dire que dans le cas de la suite d'un projet, vous avez fait un projet, et puis le projet, bah, il est fini, vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis maintenant, là, l'idée, c'est si on allait creuser le sujet sur d'autres dimensions, sur une population un peu différente, on est dans la suite d'un projet, ça peut être le cas de l'exemple de tout à l'heure. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'extension du projet, c'est-à-dire, en fait, c'est le projet, mais on va étirer le projet soit dans le temps, soit on va étendre le projet sur une autre population, etc. Voilà, donc tous ces cas de figure sont tout à fait possibles. Bon, Alain, c'est un vrai succès sur les INM. On a une nouvelle question. Est-ce qu'une étude évaluant un dispositif d'accueil innovant qui apporte une modification d'environnement pour des personnes âgées présentant des troubles cognitifs en lien avec la maladie d'Alzheimer ou apparentée, en comparaison à l'accueil dans un EHPAD, serait éligible? Oui, alors ce genre de questions où quand on arrive à la fin, on ne se souvient plus du début. Mais alors, les différents sujets. Euh, c'est difficile de répondre là de manière très péremptoire, oui, non, parce qu'on parle d'un dispositif. Voilà, et le problème, c'est les discussions que nous avons, nous, en interne à la Fondation. Dispositif, c'est un terme qui est magique parce qu'il veut dire beaucoup de choses et peut-être trop de choses. Est-ce que le dispositif, c'est une technologie, c'est une technique, est-ce que c'est une organisation de professionnels, etc. Là, la réponse est non. Voilà, on l'a vu, c'est les critères de non. Et puis, pourquoi c'est non? Parce que ce ne sont pas des interventions non médicamenteuses, etc.
Alors après, si on passe ce cap, c'est-à-dire on est vraiment sur un dispositif dans le sens protocole, prévention de santé ou de soins santé, soins accompagnement, etc. Oui, on entre dans ce champ-là. Après, il y a une autre question sur la comparaison entre notre initiative qui est innovante, enfin prometteuse, on va dire, et puis quelque chose qui se fait déjà, je dirais, de manière standard et autre. Ben, je dirais oui, c'est intéressant parce que si vous voulez démontrer l'efficacité de votre projet, eh bien l'efficacité, ça se démontre d'une manière très simple. On met en œuvre votre projet dans un groupe, et puis il faut qu'on compare votre groupe avec un autre groupe. C'est ce qu'on appelle un groupe contrôle. Ce groupe contrôle, ça peut être un groupe dans lequel on ne fait rien. Ça peut être un groupe, donc ça peut être un EHPAD où on ne fait pas cette activité du tout. Mais mieux quand même, c'est un groupe, alors c'est un vocabulaire qui vient du monde du médicament, c'est le placebo. C'est-à-dire qu'on peut comparer votre groupe où on fait... Alors je prends encore un exemple, mais qui n'est pas bon, mais je le fais exprès, puisque c'est tiré de notre guide. Si on fait par exemple une étude d'ortithérapie, de jardinage thérapeutique, eh bien vous mettez en œuvre le jardinage thérapeutique dans votre groupe, mais c'est intéressant de comparer un autre groupe où on ne fait pas du jardinage, mais on fait quelque chose qui peut être dans la même indication. Voilà, donc on peut se comparer à un autre EHPAD, à un autre groupe dans un autre EHPAD qui peut pratiquer de l'activité physique adaptée, par exemple, et on va voir est-ce que votre groupe apporte quelque chose de supplémentaire, etc. Alors, moi, cette question me fait penser à deux autres appels à projets. Par dispositif d'accueil et comparaison à EHPAD, je pense à tout ce qui est habitat alternatif, habitat inclusif qui se développe aujourd'hui. Donc là, très clairement, ça ne rentre pas dans le cadre de cet appel à projet, puisqu'on n'est pas dans une intervention non médicamenteuse telle que vous l'avez définie. Par contre, je vous encourage à revenir, si c'est le cas, le 29 avril, sur un webinaire dédié à l'appel à projet Casalis, qui est un appel à projet pour soutenir le développement des colocations Alzheimer. Et si c'est un dispositif d'accueil permettant d'améliorer l'accueil, que ce soit à l'hôpital ou dans une structure telle qu'un EHPAD pour éviter l'hospitalisation, etc., là, c'est de notre appel à projet vers un hôpital Alzheimer friendly qui ouvre ses portes en dehors de l'hôpital, soit à domicile, soit à l'EHPAD pour parler du réseau ville-hôpital et ville-domicile. Christine, du coup, je me permets, là, pour une fois, je vais inverser la question. Euh, j'ai déposé un dossier. Je pensais que c'était un dossier qui était idoine pour l'appel à projet INM. Et en fait, on s'aperçoit que le projet, il est plus, il entre mieux dans les cases de Alzheimer Friendly, par exemple. Est-ce que mon projet, qui n'est pas dans la bonne case, s'arrête là et c'est fini? Ou alors est-ce que le jury, la fondation peut me suggérer de recandidater dans un autre appel à projet? Alors, du coup, je vais étendre ma réponse. Dans tous les cas, chaque candidat recevra une réponse argumentée, soit les raisons pour lesquelles son dossier n'a pas été retenu, soit pour lesquelles son dossier a été retenu. Et évidemment, si on estime que ce dossier pourrait faire l'objet d'une candidature dans un autre de notre appel à projet, on proposera à la personne de le soumettre. Malheureusement, on ne pourra pas utiliser le dossier tel que, parce que les dossiers de candidature ne sont pas les mêmes. Mais bien évidemment, on vous encouragera à candidater sur l'appel à projet le plus spécifique à votre demande. Christine, si tu me permets, je vais juste rajouter un petit élément quand même important. Vous avez, si vous êtes intéressé, vous allez télécharger notre dossier de candidature, remplissez toutes les cases autant que possible, parce qu'en fait, ce n'est pas des informations, je dirais, purement administratives, etc. Les différentes cases permettent de structurer votre projet. Voilà, c'est pour ça que remplissez toutes les cases, ainsi vous êtes sûr que vous avez rempli toutes les conditions, toutes les questions qu'on doit se poser et les réponses qu'on doit apporter lorsqu'on veut mettre en place ce type de projet. Alors, on a simplifié les choses cette année pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valider son dossier si on n'a pas rempli à toutes les questions. Et point important, merci Alain de l'avoir suggéré, il faut valider, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de remplir le dossier en ligne, il faut bien appuyer sur le bouton envoyer sa candidature ou sinon votre dossier reste en brouillon et on est obligé de vous relancer régulièrement. Alors, Alain, je suis désolée, mais j'ai quelques questions sur les jeunes chercheurs également. Ah, quand même. Une question sur est-ce que je peux candidater à l'université d'automne des jeunes chercheurs alors que je n'ai pas fini mon master 2? Oui et non. Réponse de Normand. Vous pouvez le faire si vous êtes sûr de présenter votre mémoire d'ici cette fin d'année universitaire, hein, et qu'il soit validé. Et bien évidemment, votre mémoire doit porter sur la maladie d'Alzheimer ou apparentée ou sur le vieillissement pathologique en sciences humaines et sociales et santé publique. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à candidater. Au pire, en cas de rejet de votre mémoire, d'échec ou de décalage du dépôt de votre mémoire, votre candidature sera annulée.
Petite précision que j'aurais dû faire dans ma présentation sur la dotation scientifique également. Nous avons une question sur est-ce que la dotation financière finance une quatrième année de thèse? Oui, à 100%. Effectivement, surtout en sciences humaines et sociales, il est parfois difficile de finir son étude, sa recherche en 3 ans. Et donc, la dotation scientifique est bien destinée à une quatrième année de thèse. Et du coup, j'en profite pour dire que si vous êtes en première année de thèse et que vous êtes lauréat de cette dotation scientifique, bien évidemment, elle vous accompagnera jusqu'à la fin des 3 années de thèse. Par contre, il faudra recandidater pour une quatrième année. Alors, question à laquelle, Alain, je vais vous laisser répondre à nouveau, puisque c'est qu'entend-on par maladie apparentée? Vous l'avez bien décrit tout à l'heure, mais Alors, c'est un vieux terme, maladie apparentée. À l'origine, maladie apparentée, c'est vous avez des maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer, vous avez des maladies apparentées à la maladie de Parkinson, etc. Enfin, grosso modo, c'est apparenté, c'est-à-dire qu'on fait partie de la même famille, c'est-à-dire qu'on se ressemble et qu'on a a priori une même source. Bon. Bon, plus concrètement, maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, il n'y a pas de liste définitive concernant les maladies apparentées, ça dépend un peu des périmètres que chacun pose. Nous, dans le cadre de l'appel à projet intervention non médicamenteuse, nous, ce que nous entendons pour maladie apparentée, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce sont d'un côté la maladie à corps de Lévy et de l'autre côté un groupe de pathologies qu'on appelle les DFT, les dégénérescences lobaires, pardon, pas lombaires, lobaires frontotemporales. Voilà. Après, on peut y mettre d'autres choses, des maladies plus rares, des maladies vasculaires, etc. Mais nous restons vraiment sur ces trois maladies d'Alzheimer, maladie à corps de Lévy et les dégénérescences lobaires frontotemporales. Et je peux vous assurer que ça fait quand même pas mal. donc c'est le même cas pour les jeunes chercheurs. Effectivement, nous restons sur la même définition. Autre question concernant les jeunes chercheurs, est-ce que je peux être salarié et bénéficier de la dotation scientifique? Eh bien non. Justement, si la Fondation a mis en place cette dotation scientifique, c'est bien pour permettre aux jeunes chercheurs de pouvoir mener ces travaux de recherche en toute sérénité, sans être obligés de travailler à côté. Donc, si vous avez une activité à plus de 50% d'ETP, vous ne pourrez pas bénéficier de cette dotation scientifique qui, finalement, est le salaire à temps plein d'un jeune chercheur. Autre question. Est-ce que les personnes en contexte de troubles neurocognitifs mineurs, donc sans étiologie, mais avec des fragilités, donc à risque, peuvent aussi intégrer le projet? Alors, je suppose qu'on parle de l'appel à projet INM, hein, peut-être de prévention, du coup? Alors c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on l'a pas mis dans les critères d'éligibilité ou d'inéligibilité. Euh, c'est compliqué parce que le problème, c'est que si je prends l'exemple du MCI, c'est-à-dire en fait, on est à un stade de déclin cognitif léger, le gros problème, c'est le taux de conversion. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des difficultés qui ne sont pas forcément objectivées, mais rien ne nous dit que la personne, par la suite, va développer une de nos trois catégories. Est-ce que cette personne, par la suite, va développer une maladie d'Alzheimer, une maladie à corps de Lévy ou une dégénérescence lobaire frontotemporale, etc. Et souvent, le taux de conversion, il est pas optimal, il n'est pas très important. Maintenant, il y a des personnes qui sont en MCI, enfin à ce stade-là, et qui vont développer la maladie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. En fait, tout va dépendre de votre projet, de ce qu'il veut faire. Et comme disait Christine, si on n'est pas dans l'accompagnement, etc., parce que la personne est encore à un stade très débutant, on peut faire de l'accompagnement, ceci dit, à ce stade-là. Voilà. Peut-être que le champ de la prévention, c'est quelque chose qui sera utile, parce que la prévention, on ne préjuge pas de ce que la personne va développer par la suite. Et surtout, ce qu'on veut, c'est qu'elle évite de développer toutes ces possibilités. Donc, pour répondre à votre question, je pense que dans la vie, il faut oser. Donc, candidater sur ces projets-là. Et puis, le jury, oui, je me défausse sur le jury, regardera en fonction de l'originalité, de la faisabilité, l'aspect mécanique, les mécanismes d'action, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on peut candidater, mais sans garantie, bien sûr, derrière. Et à condition d'avoir une équipe de recherche derrière, Et toujours les etc. Toujours. conditions, oui. C'était une question posée par une orthophoniste et on sait que les orthophonistes sont très impliqués dans les interventions non médicamenteuses et leur mise en œuvre. Je crois que nous arrivons au bout de toutes les questions. Peut-être, Alain, voulez-vous rajouter quelques précisions? La précision, c'est n'oubliez pas le mail. Hein. C'est-à-dire que dans le doute, n'hésitez pas à nous questionner. Nous serons toujours là pour vous répondre. Voilà,
l'esprit de la Fondation, c'est vraiment le soutien, même avant, on parlait de prévention, même avant d'être primé ou quoi que ce soit. Donc, quand vous posez vos questions, elles seront accueillies avec bienveillance et nous allons toujours vous aider. Ce n'est pas une réponse d'une ligne ou deux lignes. En général, c'est des réponses argumentées. Notre souci, c'est de vous aider vraiment dans la compréhension du projet. Notre souhait, c'est pourquoi on fait tout ça? C'est parce que nous souhaitons vraiment qu'il y ait un développement de la mise en œuvre des INM, pas n'importe quels INM, des INM qui servent à quelque chose, qui soient efficaces. Et voilà. Et donc, du coup, c'est important pour nous que vous puissiez candidater, que vous puissiez, avec notre soutien, mettre en œuvre. Et par la suite, on n'a pas parlé, mais c'est aussi intéressant, l'implémentation, comme on dit, et puis surtout l'essaimage. Et puis, en dehors de cet appel à projet INM, si vous voulez en savoir plus sur les interventions non médicamenteuses, évidemment, téléchargez notre guide INM. Et on vous donne rendez-vous le 15 mai prochain à un after-work dédié aux INM en présence de Grégory Nino, président de la société savante NPIS, et Laure Joitel, docteur et médecin coordinateur à LNA Santé. Alors, sur les jeunes chercheurs, j'avais une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que l'on peut candidater aux quatre dispositifs? Alors, oui et non, là aussi. Vous pouvez effectivement candidater à la dotation scientifique, à la communication scientifique, si votre Master 2 a déjà fait l'objet d'une communication, par exemple, et à l'Université d'automne des jeunes chercheurs. Mais il est compliqué de candidater au prix et à la dotation scientifique en même temps. Donc, vous voyez, les combinaisons sont possibles. Donc, oui, vous pouvez répondre à plusieurs dispositifs, mais aux quatre, certainement pas. À vous de voir les meilleurs cas de figure. Et dans tous les cas, le jury pluridisciplinaire sera vigilant à ces aspects-là. Pour rappel, vous avez deux mails qui sont dédiés à toutes les questions. Nous engageons à y répondre rapidement. Généralement, nous répondrons dans les 15 jours. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de toutes les questions. Ce webinaire sera accessible en replay, comme on vous l'avait annoncé en début, dès la semaine prochaine. Donc, à vos stylos, à vos tablettes, euh, remplissez vos dossiers de candidature et à très vite. Merci à vous.